12 ans de mariage se sont effondrés un mardi soir de novembre. Rien de spécial ce jour-là. Pas d'anniversaire, pas de naissance, juste une soirée de semaine ordinaire. J'avais pratiqué 2 pontages et un remplacement valvulaire. Des interventions standards pour moi. Je suis rentré plus tard que prévu car le deuxième patient avait des complications, une hémorragie qui a mis plus de temps à être maîtrisée. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, il était presque 21 heures. Émilie était assise dans le salon sombre, un verre de vin rouge à la main, la bouteille presque vide sur la table basse. La seule lumière provenait de la cheminée, projetant des ombres dramatiques sur son visage. Même dans la pénombre, je voyais bien que ses yeux étaient rouges à force de pleurer. « Tu as raté le vernissage ?» a-t-elle dit doucement tandis que je posais ma mallette. Merde, l'événement caritatif dans sa galerie. Elle l'avait préparé depuis des mois, avec de nouveaux artistes qui collectaient des fonds pour l'art-thérapie pour enfants. Elle me l'avait rappelé ce matin-là, « Émilie, je suis vraiment désolée. Le pontage de Madame Richardson a connu des complications, et je n'ai pas pu le sauver, Jacques. » Elle prit une autre gorgée de vin. J'ai déjà tout entendu. Le patient avait besoin de toi. L'hôpital avait besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi, sauf ta femme. J'ai desserré ma cravate et me suis assis en face d'elle. Ce n'est pas juste. Tu connais mon travail. Ton travail ? M'interrompit-elle d'une voix rauque. Ton précieux travail. Tu sais ce qu'il y avait ce soir ? Le maire était là. 3 critiques de presse. C'était la soirée la plus importante de ma carrière. Et mon mari n'avait même pas pris la peine de venir ni même d'appeler. J'étais au bloc. Monsieur, je ne pouvais pas sortir pour téléphoner alors qu'une femme était libre sur ma table. Tu aurais pu faire venir une infirmière. Tu aurais pu faire quelque chose. Elle posa son verre avec un contrôle délibéré. Mais tu n'as même pas pensé à moi, n'est-ce pas ? Je ne figure même pas sur ta liste de priorités. Je passai ma main dans mes cheveux, l'épuisement me pénétrant jusqu'aux os. Je sauve des vies, Émilie. C'est mon métier. Parfois, ça veut dire que je rate des événements. Tu savais dans quoi tu t'embarquais en épousant un chirurgien. Son rire était creux, vide de toute chaleur. Le savais-je ? Est-ce que je savais vraiment que j'épousais un homme qui allait peu à peu devenir une machine ? Un homme capable de tenir un cœur battant dans ses mains, mais incapable de soutenir sa femme en pleurs. Un homme qui se souvient de chaque détail du dossier médical de ses patients, mais oublie son anniversaire 3 années de suite. Ce n'est pas juste, répétai-je. Mais la défense semblait faible, même à mes oreilles. Vous savez ce qui est injuste ? Émilie se leva, sa silhouette élancée soudainement tendue par la colère. Vivre avec un fantôme. Rentrer dans une maison qui semble vide même à l'intérieur. Essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est physiquement présent mais mentalement encore au bloc opératoire. Je restais assis à la regarder faire les 100 pas. Ce n'était pas notre première dispute à propos de mes horaires de travail ou de ma disponibilité émotionnelle. Mais quelque chose semblait différent à cet instant. Il y avait une finalité dans ses gestes, une résignation dans sa voix qui me fit sonner l'alarme. Que veux-tu de moi, Émilie ? Je ne peux pas changer qui je suis. Je ne peux pas devenir soudainement une personne qui exprime ses émotions. C'est moi. C'est celle que tu as épousée. Elle cessa de faire les 100 pas et regarda vers moi, le regard fixe malgré le vin qu'elle avait bu. Non, Jacques. L'homme que j'ai épousé a ri. Il m'a raconté sa journée. Il s'enthousiasmait pour les week-ends en amoureux et me tenait la main pendant les films tristes. Il n'était pas chaleureux, mais il était présent. Toi ? Elle m'a fait un geste dédaigneux. Tu es comme un robot qui vit les gestes du mariage et je n'en peux plus. Les mots restaient en suspens entre nous. J'ai attendu qu'elle les adoucisse pour ajouter un petit mot. Ou peut-être si on essayait, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée plantée là, à me regarder comme une étrangère. Tu ne peux plus faire quoi ? Ai-je fini par demander, même si je connaissais déjà la réponse. Ça, a-t-elle dit en agitant la main entre nous. Nous. Je ne supporte plus de vivre comme ça, Jacques. Je ne supporte plus d'être relégué au second plan alors que je ne supporte plus ta froideur, ta distance. J'ai l'impression de me noyer dans ce mariage et tu ne le remarques même pas, et encore moins de me tendre une bouée de sauvetage. J'aurais dû me disputer, me promettre de changer, de faire plus d'efforts, d'être plus présente.
c'est ce que l'ancienne Jacques aurait pu faire, mais elle avait raison sur un point. J'avais changé. Des années à prendre des décisions en une fraction de seconde avec des vies en jeu, à garder le contrôle absolu tout en tranchant la chair humaine, à annoncer des nouvelles dévastatrices aux familles. Ça vous change. Ça construit des murs qui vous protègent de l'effondrement quand vous avez besoin d'être forte. Alors, au lieu de me battre pour notre mariage, j'ai simplement hoché la tête et dit « Je comprends ». Ses yeux se sont légèrement écarquillés, s'attendant peut-être à plus de résistance. Comme il n'y avait pas de résistance, ses épaules se sont affaissées. « Tu comprends ce que je dis ? Tu dis que tu veux divorcer, ai-je dit clairement. Émilie a tressailli à ce mot, mais a hoché la tête. « Oui, je crois que oui. » Je me suis levé, lissant ma chemise froissée. Je vais faire mes valises ce soir. Je peux rester à l'hôpital en attendant de trouver un logement. D'un seul coup, sa voix s'est brisée. 12 ans de mariage, et tu vas partir sans un se battre ? Je la regardais. Je la regardais vraiment pour ce qui me sembla être la première fois depuis des années. Elle était toujours aussi belle, ses cheveux noirs tombant en vagues autour de son visage en forme de cœur, ses mains d'artiste expressives même dans l'immobilité. Mais la lumière dans ses yeux quand elle me regardait s'était éteinte depuis longtemps. Que veux-tu que je dise, Émilie, que je changerai ? Nous savons toutes les deux que je ne changerai pas. Non pas que je ne le veuille pas, mais parce que je ne sais plus comment. Ce travail, ces patients, ils m'ont reprogrammé. Tu mérites quelqu'un qui puisse te donner ce dont tu as besoin. Une larme coula sur sa joue. Je voulais que ce soit toi. Moi aussi, avouai-je doucement. Mais on ne peut pas continuer à se faire du mal, en attendant quelque chose qui n'arrivera pas. Je montai et figeai une valise avec des appareils mécaniques, des vêtements, des affaires de toilette, mon ordinateur portable, la photo encadrée d'Émilie et moi de notre lune de miel en Grèce. Tout le reste pouvait attendre. Quand je redescendis. Elle était toujours là, comme figée dans le temps. Je vais demander à mon avocate de vous contacter, dis-je en tendant la main vers la porte. Jacques, cria-t-elle en m'arrêtant. Je me retournai, l'espace d'un instant, je crus qu'elle allait me demander de rester. Au lieu de cela, elle dit, « T'ai-je jamais été suffisante ?» La question me frappa comme un coup de poing. Était-elle suffisante ? Elle était tout pour moi. Mais quelque part, j'avais perdu la capacité de le lui montrer, de lui montrer autre chose que le chirurgien calme et posé que le monde attendait de moi. « Tu as toujours été trop bien pour Mime, répondis-je honnêtement. Je l'ai juste prouvé en devenant quelqu'un que tu ne pouvais plus aimer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, je sortis et la refermai doucement derrière moi. Les 6 mois suivants passèrent dans un brouillard de travail et d'isolement. Je trouvai un petit appartement près de l'hôpital, stérile, minimaliste et étrangement semblable à une salle de garde. Je me plongeai dans mon cabinet avec une intensité renouvelée, prenant en charge les cas les plus difficiles, travaillant plus longtemps, me portant volontaire pour les opérations d'urgence. Mon avocate envoya des papiers. Je les signai sans lire les détails. Émilie pouvait avoir la maison, la collection d'art que nous avions constituée ensemble, la maison de vacances dans le Vermont. Je gardais mes comptes de retraite et mes placements propres, simples, impassibles, comme une opération chirurgicale bien menée. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Je terminais ma tournée quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli décliner, mais mon instinct m'a poussé à répondre. Docteur Miller, ai-je dit en entrant dans une salle de consultation vide. Jacques. La voix était familière, mais déformée par la panique. Jacques, c'est Émilie. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. La première émotion forte que j'avais ressentie depuis des mois. Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est papa, a-t-elle sangloté. Il s'est effondré au dîner. Il pense que c'est son cœur. L'ambulance l'emmène immédiatement au Boston Memorial. Robert Greene, le père d'Émilie, 64 ans, antécédent d'hypertension et de cholestérol. Il avait été comme un père pour moi aussi, m'accueillant à bras ouverts dans sa famille alors que mes propres parents étaient décédés depuis des années. Je suis au mémorial maintenant, ai-je dit, me dirigeant déjà vers les urgences. Je vais retrouver l'ambulance. Je suis en route pour l'hôpital, a-t-elle conclu. S'il te plaît, Jacques. Je sais que ça s'est mal terminé entre nous. Mais il t'aime. Aide-le. Je ferai tout mon possible, ai-je promis, puis j'ai raccroché en arrivant aux urgences, juste au moment où les portes de l'ambulance s'ouvraient.
Je n'ai pas attendu les présentations. Robert Green, 64 ans, suspecté un infarctus du myocarde, ai-je dit au médecin urgentiste. Je suis le docteur Miller, cardiothoracique. Le médecin, Matthews, d'après son badge, a haussé un sourcil, mais n'a pas remis en question mon implication. J'arrive juste maintenant. Tu connais le patient. Mon beau-père, ai-je dit, sans prendre la peine de corriger. X, ai-je ajouté après coup. Matthews a hoché la tête et m'a conduit au service de traumatologie 1, où les ambulanciers transféraient Robert vers un lit d'hôpital. Il était conscient, mais pâle. Un masque à oxygène lui couvrait le visage. Des infirmières efficaces lui fixaient déjà des sondes de cas sur la poitrine. Robert, ai-je dit en m'approchant de lui. C'est Jacques. Tu es au Boston Memorial. On va s'occuper de toi. Son regard a croisé le mien, la douleur et la peur y étant évidentes. Il a essayé de parler à travers le masque. N'essaie pas de parler, ai-je conseillé, puis je me suis tourné vers l'infirmière la plus proche. Prenez une radiographie pulmonaire portable 12 dérivations ECOM, enzyme cardiaque, et bipez le docteur Sanderson. Karen Sanderson était notre meilleur cardiologue, la personne que je voulais pour interpréter les résultats de Robert. Les 30 minutes suivantes ont été un tourbillon d'activités, d'examens prescrits, de résultats analysés, l'état de Robert se détériorant rapidement sous nos yeux. À l'arrivée du docteur Sanderson, j'avais déjà examiné le CG et les résultats des enzymes cardiaques. Le diagnostic était clair et dévastateur. Infection myocardique massive avec sous-décalage important du segment sain, Robert était en plein milieu d'une crise cardiaque majeure, qui causait des dégâts considérables à chaque minute qui passait. Il faut l'emmener immédiatement au laboratoire 4, a déclaré Sanderson après sa propre évaluation rapide. Il a besoin d'une angioplastie et probablement d'une pose de stent. J'ai acquiescé d'un signe de tête, mais quelque chose dans l'état de Robert m'a inquiété. L'échocardiographie montre une possible atteinte valvulaire. Et regardez son artère coronaire droite sur le CG. Sanderson a regardé dans la direction que je lui indiquais et a froncé les sourcils. Vous pensez que les dommages sont plus importants? Je pense que nous devons nous préparer à l'éventualité qu'une angioplastie seule ne suffise pas préparer un haut pour un pontage d'urgence si nécessaire. Elle m'a longuement regardé, puis a hoché la tête. Je vais appeler. Vous participez si on doit opérer? La question m'a pris au dépourvu. Le règlement de l'hôpital décourageait généralement les chirurgiens d'opérer les membres de la famille, même les anciens. Mais avant que je puisse répondre, les moniteurs de Robert se sont mis à hurler. Sa tension artérielle baissait brutalement et le rythme cardiaque affiché sur le moniteur avait pris une tournure dangereuse. Il est en état de choc cardiogénique, ai-je dit en m'approchant de la tête du lit. On n'a pas le temps pour le labo de Cat. Il a besoin d'une opération maintenant. Sanderson ne protesta pas, j'appelle le service des urgences. Qui est votre premier assistant? Appelez le docteur Ligne, dis-je en désignant mon collègue chirurgien le plus fidèle. Et dites-leur de se préparer à un cas complexe, probablement un triple pontage avec une possible réparation valvulaire. Alors que l'équipe se précipitait pour préparer Robert pour une opération d'urgence, Émilie fit irruption dans la salle de traumatologie, le visage affolé. Elle se figea en me voyant debout au-dessus de son père, ma main sur son épaule tandis que je lui expliquais ce qui se passait. Jacques, Alta-TL. Vraiment? Il fait une crise cardiaque massive, dis-je, ma voix adoptant automatiquement le ton calme et autoritaire que j'utilisais avec les familles des patients. On l'emmène immédiatement au bloc opératoire. Elle écarquilla les yeux. Mais je pensais que pour les crises cardiaques, on pratiquait cette intervention avec le ballon et la posture. Dans la plupart des cas, oui, mais la situation de votre père est plus complexe. Les dégâts sont importants et il développe des complications qui nécessitent une intervention chirurgicale immédiate. Elle vacilla légèrement et, instinctivement, je tendis la main pour la stabiliser. Elle tressaillit à mon contact, puis s'excusa aussitôt. Qui pratique l'opération, demanda-t-elle. C'était le moment où j'aurais dû lui expliquer le règlement de l'hôpital, recommander un collègue tout aussi compétent, respecter les limites professionnelles. Au lieu de cela, je répondis, c'est moi. Émilie ouvrit la bouche de surprise. Pouvez-vous faire ça? Je veux dire, légalement, éthiquement, peu importe. C'est votre famille qui doit finir pour elle. Oui. Et techniquement, je ne devrais pas, mais je suis la meilleure dans cette procédure et, vu la complexité de son cas, je ne suis pas prête à lui céder la place.
Je soutins son regard. À moins que vous n'y reveniez. Elle scruta mon visage, cherchant quelque chose, du réconfort peut-être, ou un signe du lien émotionnel que nous avions partagé autrefois. Serez-vous capable? Enfin, si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal, dis-je avec une assurance que je ne ressentais pas entièrement. Je ne le laisserai pas faire. L'équipe de transport est arrivée pour emmener Robert au bloc opératoire, et notre temps était écoulé. Je me suis retourné pour les suivre, mais Émilie m'a attrapé le bras. Jacques, a-t-elle dit d'une voix brisée. Merci. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai suivi le brancard, me préparant déjà mentalement à l'intervention complexe qui m'attendait. Après 4 heures d'opération, je savais que nous étions dans une situation délicate. Ce qui avait commencé comme un triple pontage s'est compliqué lorsque nous avons découvert que les dommages au cœur de Robert étaient encore plus importants que ne l'avaient indiqué les examens. Son artère coronaire droite était presque entièrement obstruée et l'artère descendante antérieure gauche, la fameuse « veuve noire », était également gravement atteinte. De plus, sa valve mitrale avait subi des dommages nécessitant une réparation. La tension artérielle chute à nouveau, a signalé le docteur Ling de l'autre côté de la table. Il ne se stabilise pas, plus de volume, ai-je ordonné, sans quitter des yeux la délicate suture que je pratiquais sur le pontage. Et préparons une autre unité de sang. L'anesthésiste a pris la parole derrière moi. Il devient difficile à ventiler. La pression pulmonaire augmente. Une complication que nous essayons d'éviter. Un édème pulmonaire. Du liquide s'accumule dans les poumons de Robert, son cœur endommagé peinant à pomper efficacement. Cela rendrait l'opération plus difficile et la convalescence plus périlleuse. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai senti une fissure dans mon détachement professionnel. Ce n'était pas n'importe quel patient. C'était Robert, qui m'avait appris à pêcher à la mouche, qui m'avait aidé à choisir la bague de fiançailles d'Émilie, qui s'était tenu à mes côtés lors de notre petite cérémonie de mariage et m'avait accueilli comme un fils. Et Émilie m'attendait dehors, confiante que je sauverais la vie de son père malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Le docteur Miller-Léon laissait transparaître son inquiétude dans sa voix. Voulez-vous le placer sous pontage? Le pontage cardio-pulmonaire était en fait un cœur et des poumons artificiels qui prendraient le relais des organes de Robert pendant que nous terminions les réparations. C'était une procédure standard pour les chirurgies cardiaques complexes, mais elle comportait ses propres risques, surtout pour les patients âgés. Pas encore, décidai-je. Commençons par compléter ce graphique. Il devrait améliorer suffisamment la profusion pour le stabiliser. Les 2 heures suivantes furent parmi les plus intenses de ma carrière chirurgicale. L'état de Robert fluctuait dangereusement, nécessitant des ajustements constants pour le maintenir suffisamment stable pour que je puisse effectuer les réparations nécessaires. Chaque suture devait être parfaite, chaque décision calculée avec précision. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Au moment où je refermais le thorax de Robert, l'équipe d'eau était épuisée, mais triomphante. Contre toute attente, nous avions réussi le triple pontage et la réparation valvulaire. Les signes vitaux de Robert s'étaient stabilisés et les premiers indicateurs suggéraient une bonne perfusion du tissu cardiaque auparavant compromis. Dès que j'ai franchi la double porte de la salle d'attente, Émilie s'est levée d'un bond, le visage pâle et tiré par des heures d'attente anxieuse. Elle n'a pas dit un mot, se contentant de me regarder avec ses yeux expressifs qui avaient autrefois su lire chacune de mes pensées. Il a réussi, ai-je simplement dit. L'opération a été complexe, mais réussie. Il est transféré en soins intensifs cardiaques. Ses mains se sont portées à sa bouche et un sanglot s'est échappé de ses doigts. Il va vraiment bien. Il n'est pas encore tiré d'affaire, ai-je prévenu, en recourant à la terminologie médicale. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Mais oui, sauf complication, il devrait se rétablir. Je m'attendais à un hochement de tête, peut-être à un remerciement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Émilie se jette dans mes bras, s'accrochant à moi, complètement effondrée. Instinctivement, je l'ai enlacée, la serrant dans mes bras tandis que son corps tremblait de soulagement et de peur résiduelle. J'avais tellement peur, a-t-elle murmuré contre ma blouse. Quand ils ont dit que ce serait à nous, que c'était compliqué. J'ai cru que j'allais le perdre aussi. Deuxièmement, le mot est resté en suspens entre nous. Avait-elle eu l'impression de m'avoir perdu aussi? Ou avais-je trop interprété cette phrase désinvolte? Il est fort, ai-je dit en me dégageant prudemment de son étreinte. Et il est très bien soigné. Le docteur Rosambon supervisera sa convalescence aux soins intensifs. C'est la meilleure que nous ayons.
Émilie essuya visiblement ses larmes, se ressaisissant. Quand puis-je le voir? Il l'installe. Une fois son état stabilisé, vous pourrez lui rendre une brève visite. Il ne sera pas encore conscient. Nous le garderons sous sédatif et sous respirateur artificiel pendant au moins 24 heures pour que son corps commence à guérir. Elle hocha la tête, puis me prit la main à la surprise générale. Veux-tu venir avec moi quand je le verrai? Je ne pense pas pouvoir affronter toutes ces machines et ces tubes toute seule. La demande était raisonnable de la part d'un membre de la famille, moins de la part d'une ex-femme, mais je me surpris à hocher la tête. Bien sûr, laisse-moi vérifier son état et je reviendrai te chercher. Malgré mes avertissements, elle haleta en voyant son père. Robert gisait immobile au milieu d'un enchevêtrement de tubes et de fils, la poitrine lourdement bandée, un respirateur artificiel pour lui, de multiples perfusions pour les médicaments et les liquides. C'était un spectacle choquant pour quiconque n'était pas habitué aux patients en chirurgie cardiaque. Tout cela est normal, lui ai-je assuré en m'approchant du lit de Robert. Le respirateur est temporaire, le temps que l'anesthésie se dissipe complètement et que nous soyons sûrs que ses poumons fonctionnent seuls. Ces moniteurs surveillent son rythme cardiaque, sa tension artérielle et son taux d'oxygène. Les perfusions administrent des analgésiques, des antibiotiques et d'autres médicaments nécessaires. Émilie s'approcha prudemment, attrapant la main de son père sur le drap blanc de l'hôpital. M'entend-il? C'est possible. De nombreux patients rapportent plus tard avoir entendu des voix même sous sédatifs. Tu peux lui parler si tu veux. Elle hocha la tête, puis se pencha vers Robert. Salut, papa, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. C'est Émilie. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Jacques a réparé ton cœur. Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Il t'a sauvé. Quelque chose se déplaça dans ma poitrine à ces mots, une fissure dans le mur que j'avais construit autour de mes émotions. J'ai regardé Robert, cet homme qui avait été plus un père pour moi que pour moi-même, et j'ai ressenti les prémices de quelque chose qui allait au-delà de la satisfaction professionnelle après une opération réussie. Soulagement, gratitude et, oui, amour. Cet amour familier que je croyais rompu avec mon mariage. 3 jours plus tard, Robert se rétablissait suffisamment pour être transféré des soins intensifs vers une chambre de soins cardiaques classique. Il était débranché du respirateur, alerte et orienté, bien que toujours faible et souffrant énormément de la sternotomie. Je lui rendais visite chaque matin pendant les rondes et chaque soir avant de quitter l'hôpital. Je planifiais soigneusement mes visites pour éviter Émilie autant que possible. Mais le 4e jour, la chance m'a tourné le dos. Je suis entré dans la chambre de Robert et j'ai trouvé Émilie en train de disposer des fleurs sur le rebord de la fenêtre, dos à la porte. Elle s'est retournée en entendant mon entrée et, pendant un instant, nous nous sommes regardés. Jacques, a-t-elle dit, rompant le silence. J'espérais te voir. Comment va-t-il aujourd'hui, a-t-elle demandé en allant consulter le dossier médical de Robert au pied de son lit. Se plaignant de la nourriture et demandant quand il pourrait rentrer, je dirais qu'il se sent mieux, elle répondit avec un petit sourire. Il s'est endormi il y a une vingtaine de minutes. J'ai hoché la tête en examinant les derniers résultats d'analyse et les paramètres vitaux. Ses progrès sont excellents. S'il continue ainsi, il pourrait sortir en début de semaine prochaine. C'est aussi ce que le docteur Rosambon a dit. Émilie hésita, puis ajouta. Elle a aussi dit que nous avions eu de la chance que vous soyez là quand c'est arrivé. Que la plupart des chirurgiens n'auraient pas reconnu l'atteinte valvulaire aussi vite. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise face à ces compliments. C'est mon travail de remarquer ces choses-là. Mais c'est plus qu'un travail pour vous, n'est-ce pas? Elle s'est rapprochée, m'observant de son regard perspicace. C'est qui vous êtes? Ce commentaire faisait trop écho à notre dernière dispute pour être rassurant. Émilie. Non, attends, m'interrompit-elle. C'était mal prononcé. Je le pensais comme un compliment cette fois. Elle prit une grande inspiration. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qui s'est passé entre nous. J'ai jeté un coup d'œil à Robert endormi, puis je suis revenu à Émilie. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Peut-être pas, a-t-elle admis, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, et je dois le dire tant que j'en ai le courage. Elle a agité ses mains nerveusement. J'avais tort, Jacques. Pas surtout. Il y avait de vrais problèmes dans notre mariage. Mais j'avais tort de faire passer ton dévouement pour un défaut. Tort de m'en vouloir pour ce qui te rend extraordinaire.
Ces mots m'ont complètement pris au dépourvu. Émilie, laisse-moi finir. Elle a dit, te regarder ces derniers jours, voir comment tu prends soin de papa, le respect que tout le personnel de l'hôpital te porte, les vies que tu sauves chaque jour, m'a fait voir les choses différemment. Ce que j'appelais froideur était en fait ta façon de rester forte pour tes patients. Ce que j'appelais distance était ta façon d'assumer l'énorme responsabilité que tu portes. Elle s'est rapprochée, suffisamment près pour que je puisse sentir son parfum familier. Jasmin et vanille, le parfum que j'associais à mon foyer depuis 12 ans. Je ne dis pas que j'avais tort d'exiger plus de notre mariage, continua-t-elle. Mais j'avais tort de tout mettre sur ton compte. J'aurais pu faire plus d'efforts pour comprendre ton monde au lieu d'attendre que tu vives entièrement dans le mien. Je restais figé, incapable de formuler une réponse. Après des mois d'engourdissement, les émotions remontaient trop vite pour être assimilées. Colère, chagrin, désir, confusion, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Qu'est-ce que tu dis exactement ?» parvins-je enfin à demander. Émilie baissa les yeux, puis les releva vers moi, la détermination dans les yeux. Je dis que tu me manques. Je dis que j'ai fait une erreur. Je dis que nous avons peut-être abandonné trop facilement. Le moniteur à côté du lit de Robert bipa, nous faisant sursauter tous les deux. Juste une alerte de routine, rien d'inquiétant, mais suffisante pour briser l'instant et me rappeler où nous en étions. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, répétai-je plus fermement cette fois. Ton père a besoin de repos, et j'ai la patience d'attendre. La déception se lut sur son visage, mais elle hocha la tête. Tu as raison. Je suis désolé. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle me tendit. Mon nouveau numéro de portable, au cas où tu voudrais parler plus tard. Enfin, quand tu seras prête. J'hésitai, puis pris la carte et la glissa dans la poche de ma blouse. Je devrais y aller, appelatait-elle doucement tandis que j'atteignais la porte. Je marquai une pause, mais ne me retournai pas, merci de l'avoir sauvé, d'être exactement qui tu es. Je partis sans répondre, les pensées en ébullition. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement spartiate, la carte d'Émilie sur la table basse devant moi. J'avais versé un verre de scotch, mais je n'y avais pas touché, trop occupé à me repasser notre conversation. Je dis que tu me manques. Je dis que j'ai fait une erreur. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le numéro de l'hôpital, machinalement, je répondis. Docteur Miller, Jacques, c'est Karen Sanderson. Je suis désolé de vous déranger à la maison, mais nous avons un problème avec Robert Greene. Mon corps s'est instantanément tendu. Que s'est-il passé? Il a développé une tamponnade cardiaque, du liquide s'accumulant autour du cœur. Nous devons procéder immédiatement à une péricardioenthèse. La tamponnade cardiaque est une complication potentiellement mortelle où du liquide s'accumule dans la poche qui entoure le cœur, l'empêchant de se remplir correctement et l'étranglant. C'était rare après un pontage coronarien, mais cela pouvait être fatal si on ne prenait pas soin de lui rapidement. J'arrive, ai-je dit en attrapant déjà mes clés. Quelqu'un a appelé sa fille? Pas encore. On voulait d'abord évaluer la situation. Je l'appellerai, ai-je décidé. Prépare juste la salle d'opération. J'arrive dans 15 minutes. J'ai raccroché et composé immédiatement le numéro indiqué sur la carte d'Émilie, le cœur battant la chamade, tandis que je me précipitais vers ma voiture. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Jacques, je ne m'y attendais pas Émilie, écoute bien, les jeux interrompus. Votre père a développé une complication. On appelle cela une tamponnade cardiaque. Du liquide autour du cœur restreint son fonctionnement. Je suis en route pour l'hôpital pour une intervention visant à drainer le liquide. Vous devriez venir aussi. On entendait sa respiration brusque au téléphone. Est-ce qu'il va s'en sortir? Si on agit vite, oui. L'intervention en elle-même est relativement simple, mais la situation est grave. Je ne vais pas vous mentir. Je pars immédiatement, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Jacques, merci de m'avoir appelé. À mon arrivée au Boston Memorial, l'équipe avait déjà transféré Robert dans une salle d'opération et préparé le matériel nécessaire. J'ai rapidement examiné ses constantes. Tension artérielle dangereusement basse, rythme cardiaque élevé, respiration laborieuse, autant de signes classiques de tamponnade cardiaque. Commençons, dis-je en me lavant les mains et en enfilant des gants stériles. Nous n'avons pas le temps d'attendre.
L'intervention consistait à insérer une aiguille à travers la paroi thoracique jusqu'au sac péricardique entourant le cœur, puis à y insérer un cathéter pour drainer le liquide accumulé. Cela exigeait précision et une main sûre. Un seul faux pas pouvait perforer le cœur lui-même. J'étais en train de positionner l'échographe pour guider l'aiguille lorsqu'Émilie fit irruption dans la pièce, le visage blême de peur. « Vous ne pouvez pas être ici », commença une infirmière en se dirigeant vers l'intercepteur. « Laissez-la rester », ai-je contremandé, sans lever les yeux pour me préparer. « Reste juste contre ce mur, Émilie. Ne touche à rien. » Elle hocha la tête en silence, se plaquant contre le mur comme indiqué, les yeux fixés sur la silhouette inconsciente de son père. Commençant la procédure, j'annonçai, positionner l'aiguille à l'endroit précis indiqué par l'échographie. Tout le monde, écartez-vous. Le silence se fit dans la salle tandis que je progressais lentement dans la paroi thoracique, mes yeux alternant entre le patient et l'écran d'échographie, guidant mes mouvements. Lorsque l'aiguille atteignit l'espace péricardique, j'y enfilai soigneusement le cathéter. Le cathéter est en place, annonçai-je, le drainage commençant. Presque immédiatement, un liquide foncé commença à s'écouler du cathéter vers le récipient de collecte. Les signes vitaux de Robert commencèrent à s'améliorer à mesure que la pression sur son cœur diminuait. La tension artérielle augmentait. L'infirmière surveillant les constantes vitales signala une stabilisation du rythme cardiaque. J'ai continué à drainer le liquide jusqu'à ce que l'échographie confirme que le sac péricardique était clair. Drainage terminé. Fixons le cathéter en place. Nous surveillerons une éventuelle réaccumulation au cours des prochaines 24 heures. Une fois le cathéter fixé et l'état de Robert stabilisé, je reculai, permettant à les infirmières de finir d'ajuster ses moniteurs et ses médicaments. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis tourné vers Émilie, qui restait figée contre le mur, le visage ruisselant de larmes silencieuses. « Il est stable », lui ai-je dit en retirant mes gants et en m'approchant d'elle. La procédure vocale s'est déroulée à merveille. Le liquide a été drainé et son cœur fonctionne beaucoup mieux maintenant. « Qu'est-ce qui a causé cela ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est une complication connue, bien que rare, après une chirurgie cardiaque. Parfois, des processus inflammatoires déclenchent une accumulation de liquide. Nous effectuerons des analyses sur le liquide que nous avons retiré pour en déterminer la cause exacte, mais l'important est que nous l'ayons détecté à temps. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes d'une main tremblante. J'ai vu sur le moniteur que son cœur battait à peine avant que vous ne commenciez. Le liquide le comprimait, l'empêchant de fonctionner normalement, mais les dommages sont réversibles. Il s'en remettra, Émilie. Grâce à vous, dit-elle en levant à nouveau vers moi ses yeux expressifs. J'ai secoué la tête. Parce que nous avons d'excellents protocoles de surveillance et un personnel infirmier attentif qui a détecté les symptômes très tôt. Émilie a souri faiblement à travers ses larmes, refusant toujours les compliments, je vois. Malgré le stress de la situation, je me suis surpris à lui rendre son sourire. Certaines habitudes ne changent pas. Il était presque minuit lorsque je suis retourné aux soins intensifs cardiaques pour vérifier l'état de Robert. Son état était resté stable. Depuis l'intervention. Ses signes vitaux s'amélioraient progressivement à mesure que sa fonction cardiaque se normalisait. J'ai consulté son dossier médical et les derniers résultats d'analyse. Satisfait de ses progrès, je m'attendais à trouver Émilie endormie sur le lit que nous avions prévu pour elle dans la salle d'attente familiale. Mais en jetant un coup d'œil par la fenêtre, je l'ai vue assise bien droite à côté du lit de son père, lui tenant la main, ses lèvres remuant légèrement comme pour une conversation à voix basse ou une prière. J'ai hésité, ne voulant pas empiéter sur cet instant d'intimité. Mais alors que je me retournais pour partir, elle a levé les yeux et m'a vu. Elle m'a fait signe d'entrer. « Comment va-t-il » ai-je demandé doucement en allant vérifier les moniteurs et le cathéter de drainage. « Il dort paisiblement maintenant » a-t-elle répondu d'une voix rauque de fatigue. Il s'était brièvement réveillé il y a environ 1 heure, semblait confus par ce qui s'était passé, mais l'infirmière lui a tout expliqué et lui a donné quelque chose pour l'aider à se reposer. Émilie m'a observé tandis que j'examinais le drain, son regard si intense que je pouvais presque le sentir physiquement. « Tu as l'air épuisé, Jacques. »« Je vais bien. »« Non, tu ne le es pas, » a-t-elle contredit. Doucement. « Vous êtes ici depuis près de 20 heures d'affilée. À quand remonte là ? Dernière fois que vous avez mangé quelque chose ou que vous vous êtes assis pendant plus de 5 minutes ? Je rentrerai bientôt à la maison, j'ai promis. Je voulais juste m'assurer que tout était stable ici en premier. » Émilie se tenait, étirant ses muscles exigus.
Je pourrais utiliser de l'air. Marchez avec moi à la cafétéria. Je pense qu'ils ont toujours ce terrible café que vous aimez inexplicablement. L'invitation était décontractée, mais ses yeux gardaient un espoir provisoire qui a fait resserrer ma poitrine. Je ne devrais pas quitter le sol. Votre père est stable et entouré d'un excellent personnel médical. Elle a fini pour moi. 20 minutes, Jacques. C'est tout ce que je demande. Autrement dit, je ne pouvais pas raisonnablement refuser. Très bien, 20 minutes. Nous avons marché dans un silence compagnon jusqu'à la cafétéria, qui était presque déserte à cette heure tardive. Émilie a insisté pour acheter à nouveau le café, retournant à la table avec 2 tasses fumantes et un sandwich emballé qu'elle a poussé dans ma direction. Mangez, ordonna-t-elle. Vous n'êtes pas bon pour vos patients si vous vous effondrez de la faim. Oui, madame, j'ai répondu, débrouillant le sandwich sans argument. Ce n'est que lorsque je prenais la première bouchée, je me suis rendu compte à quel point j'avais faim. J'ai posé le sandwich, en rencontrant directement son regard. Que veux-tu exactement? Rendez-vous en arrière. Souffle. Vous voir dans votre élément. Cela m'a fait réaliser quelque chose. J'ai passé des années à essayer de vous changer, de vous faire adapter mon idée de ce qu'un mari devrait être. Je n'ai pas pensé à votre travail parce que cela vous a enlevé sans jamais vraiment comprendre ce qu'il vous donne et ce qu'il vous permet de donner aux autres. Elle atteignit la table, ne touchant pas tout à fait ma main, mais assez proche pour que je puisse sentir la chaleur de sa peau. Et si au lieu de lutter contre qui vous êtes, j'ai appris à travailler avec? Et si nous trouvions des moyens de connecter qui ne vous obligent pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas? Cela semble bien en théorie, dis-je, essayant de garder ma voix neutre malgré l'espoir qui commence à fleurir dans ma poitrine. Mais la réalité est que je suis toujours chirurgien cardiaque. Je vais toujours travailler de longues heures, manquer des événements, être épuisé émotionnellement à la fin des jours difficiles. Je sais, a-t-elle reconnu. Et je suis toujours un artiste qui ressent tout intensément et a besoin d'un lien émotionnel. Ces choses n'ont pas changé. Mais peut-être que nos attentes les uns envers les autres pourraient signifier. Ce qui signifie peut-être que j'ai cessé de m'attendre à ce que vous soyez le partenaire émotionnellement expressif que je pensais j'avais besoin et j'apprécie plutôt les façons dont vous montrez l'amour, comme voler à travers la ville au milieu de la nuit pour sauver mon père. Elle sourit faiblement. Et peut-être pourriez-vous essayer de faire de la place pour mon monde de temps en temps, même si cela ne vous vient pas naturellement. Cela semblait raisonnable quand elle l'a dit de cette façon, mais l'expérience m'avait appris que les bonnes intentions survivent rarement à la réalité quotidienne de nos besoins contradictoires. Nous avons déjà essayé, Émilie. Cela n'a pas fonctionné. Avons-nous vraiment essayé? Elle a mis au défi. Ou nous attendions-nous juste un changement sans faire le travail? Avons-nous déjà vraiment parlé de ce dont nous avions chacun besoin spécifiquement, pas seulement en termes vagues? Avant de pouvoir répondre, mon téléavertisseur s'est déclenché. Je l'ai vérifié. Une autre affaire d'urgence arrive. Une victime d'un accident de voiture avec une rupture aortique traumatique. Le genre de cas où les minutes signifiaient la différence entre la vie et la mort. Je dois y aller, dis-je, déjà debout. Cas de traumatisme d'urgence. Émilie hocha la tête, la déception claire dans ses yeux, mais pas de reproche. Je comprends. Go. J'ai hésité, déchiré entre l'urgence médicale immédiate et celle émotionnelle qui se déroule entre nous. Émilie, ça va, dit-elle, gérant un petit sourire. C'est qui vous êtes. Allez les sauver. J'ai hoché la tête, retirant déjà vers la porte. Nous terminerons cette conversation. Je le promets. Les 6 heures suivantes ont été un flou d'intensité concentré alors que je travaillais pour réparer l'aorte brisée d'un étudiant de 22 ans qui avait été hanté à une intersection. Ajuster le lit à une position plus confortable alors qu'il se plaignait de la nourriture de l'hôpital. Dites à ma fille surprotectrice que je suis parfaitement capable de me nourrir. Émilie roula des yeux mais sourit. Il a été comme ça toute la matinée. Je pense que nous pouvons dire en toute sécurité qu'il se sent mieux. J'ai déménagé au chevet, vérifiant les moniteurs et examinant le site où se trouvait le cathéter de drainage. Les chiffres semblent bons. Comment va la douleur? Gérable, répondit Robert, grimaçant légèrement alors qu'il se déplaçait. Bien que je ne dirais pas non à une autre dose de la magie que vous m'avez donnée. Émilie m'a regardé travailler, ses yeux fatigués mais clairs. Comment était votre cas d'urgence? Réussi.
Le fait qu'elle ait demandé qu'elle se souciait du résultat de la chirurgie d'un étranger plutôt que de ne pas ressentir l'interruption m'a profondément frappé. Oui, jeune femme. Accident de voiture, rupture aortique. Elle le fera. Bien, dit simplement Émilie, et je pouvais voir qu'elle le pensait. Robert regarda entre nous, une expression calculatrice sur son visage. Émilie, ma chérie, pourquoi tu n'as pas d'air frais? Tu as été enfermée ici toute la nuit. Elle hésita. Papa, je ne veux pas te laisser tranquille. Je suis à peine seul dans un hôpital plein de personnel médical, a-t-il souligné raisonnablement. D'ailleurs, Jacques est là. Il me tiendra compagnie pendant quelques minutes. Tu ne veux pas, Jacques? Bien sûr, dis-je, même si je soupçonnais que Robert avait plus à l'esprit que la simple compagnie. Après son départ, Robert a attendu que la porte se fermait complètement avant de me réparer avec un regard pénétrant. Alors, toi et ma fille, que se passe-t-il là-bas? J'ai haussé un sourcil. Ne devriez-vous pas vous reposer au lieu d'interroger votre médecin? Je suis multitâche, répondit-il sec. Et n'esquivez pas la question. Je me remets peut-être d'une chirurgie cardiaque, mais je ne suis pas aveugle. Quelque chose se passe entre vous deux. Je soupirai, tirant une chaise à côté de son lit. Je ne sais pas ce qui se passe, pour être honnête. Nous avons parlé de réconciliation, a-t-il demandé franchement. Peut-être. C'est compliqué. Robert renifla. Tout en vaut la peine et compliqué, fils. Ce n'est pas une raison de l'éviter. Les problèmes qui nous ont éclatés n'ont pas disparu comme par magie, ai-je souligné. Je suis toujours chirurgien de bourreau de travail. Elle a encore besoin de plus de liens émotionnels que je ne sais. Il est vrai, déconséanda, mais vous semblez tous les deux différents maintenant. 6 mois d'intervalle peuvent changer les perspectives des gens. J'ai considéré ces mots, me demandant s'il avait raison. Émilie et moi avons tous deux changé suffisamment pour faire une différence. Ou nous préparions-nous pour plus de chagrin? Je ne veux plus la blesser, admis-je tranquillement. L'expression de Robert s'adoucit. C'est un bon début. Le fait que vous craignez de la blesser plutôt que de vous protéger. Il se déplaça dans son lit, grimaçant légèrement. Regardez, Jacques, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais je dirai ceci. Lorsque Margaret, la mère d'Émilie, était vivante, nous avons une autre part de problème. 2 personnes volontaires fortes le font toujours. Mais nous l'avons compris parce que nous avons décidé que la relation valait plus que raison. Jacques, Robert a appelé alors que j'atteignais la porte. Encore une chose. Merci d'avoir sauvé ma vie 2 fois maintenant. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissant sa gratitude sans la détourner cette fois. Reposez-vous, Robert. 2 semaines plus tard, Émilie et moi nous sommes rencontrés pour le dîner dans un petit restaurant italien que nous avons fréquenté pendant notre mariage. Robert avait été renvoyé de l'hôpital et se remettait bien à la maison avec des infirmières en visite pour aider ses soins. C'était la première fois qu'Émilie et moi nous étions vus à l'extérieur de l'hôpital depuis son urgence cardiaque. Tu as l'air bien, dit-elle en la rejoignant à la table. Une tenue non chirurgicale vous convient. J'ai souri légèrement, en prenant sa robe émeraude qui a fait ressortir les flexions vertes dans ses yeux noisettes. Tu es belle, répondis-je, me surprenant avec la franchise du compliment. Un léger rougir colora ses joues alors qu'elle souriait. Merci. Alors que nous terminions notre intro, Émilie a posé sa fourche et m'a regardé directement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons commencé à discuter de cette nuit dans la cafétéria de l'hôpital, à faire les choses différemment si nous devions réessayer. Elle tendit la main dans son sac et sortit un petit cahier, l'ouvrant à une page avec une liste soigneusement écrite. J'ai pris quelques notes, des idées spécifiques, pas seulement des concepts vagues comme être plus présent ou travailler moins. Elle m'a tendu le cahier. J'ai scanné les éléments, impressionné par leur pratique et leur équilibre. La liste comprenait des suggestions concrètes comme mettre de côté une soirée protégée chaque semaine pour nous. Moi donnant un préavis avancé lorsque cela est possible sur les nuits tardives ou les urgences. Elle ne s'attend pas à ce que j'assiste à chaque événement de galerie mais seulement les vraiment importants. Elle trouvait d'autres débouchés émotionnels quand j'étais drainé. Et nous voyons tous les deux un conseiller spécialisé dans les mariages médicaux. Se sont réfléchis. J'ai dit vraiment impressionné. Très spécifique, très équilibré. Pensez-vous qu'il pourrait travailler? Demanda-t-elle, la vulnérabilité claire dans son expression. Je pense qu'il valent la peine d'essayer,
j'ai répondu honnêtement. Mieux que ce que nous avons fait auparavant, ceux qui espéraient simplement que les choses s'amélioreraient comme par magie sans aucun plan réel. Émilie sourit, un soulagement évident sur son visage. C'est ce que je pensais aussi. Nous sommes tous les deux des gens intelligents. Nous devrions être en mesure de résoudre des problèmes notre relation de la façon dont vous abordez les complications chirurgicales. J'ai ajouté un autre élément à sa liste. Les vérifications régulières sur la façon dont ces solutions fonctionnent mensuellement au début pour effectuer des ajustements aux besoins. Elle a lu ce que j'avais écrit et hoché la tête avec approbation. C'est bien. Empêche les petits problèmes de devenir grands. Alors, où allons-nous d'ici? Demanda enfin Émilie. Lentement, j'ai suggéré peut-être que nous commençons par des dates, que nous nous revitons à nouveau en dehors de la situation de crise qui nous a rassemblés. Voyez ce qu'il sent avant de prendre des décisions permanentes. J'aimerais ça, dit-elle doucement. Un nouveau départ, mais avec le bénéfice de bien se connaître bien. En quittant le restaurant, j'ai marché Émilie vers sa voiture, l'air frais du soir agréable contre ma peau. À son véhicule, elle se tourna pour me faire face, son expression à la fois pleine d'espoir et incertaine. Merci pour ce soir, a-t-elle dit, d'être disposée à réessayer, de ne pas nous avoir complètement abandonnés. Je pourrais te dire la même chose, j'ai répondu. Après tout, vous êtes celui qui a tendu la main. Qui a suggéré que nous pourrions encore avoir une chance? Émilie sourit, puis se rapprocha et se leva sur la pointe des pieds pour embrasser ma joue. Bonne nuit, Jacques. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai attrapé sa main, la tenant en place un instant de plus. Émilie, dis-je, ma voix plus bas que je ne le voulais. Tu m'as manqué plus que je me suis laissé admettre. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis s'adoucissaient. Tu m'as manqué aussi. Cette fois, quand elle se pencha, nos lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser, bref, mais chargé de promesses. Lorsque nous nous sommes séparés, elle a serré ma main une fois avant de monter dans sa voiture. Appelez-moi demain, a-t-elle demandé à travers la fenêtre ouverte. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Alors que je la regardais partir, j'ai ressenti un curieux mélange d'émotions. Espoir, anxiété, anticipation, prudence. Nous nous lancions dans quelque chose de familier et entièrement nouveau sans aucune garantie de succès, mais une détermination partagée à essayer différemment cette fois.